Bonjour, bienvenue à vous sur le plateau d'Onzito sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver et surtout de vous retrouver autour de cette belle thématique. Nous sommes en plein mois de juin et juste après la fin de Ramadan, eh bien on le sait, c'est un petit peu la saison des mariages. Plus qu'une préparation à la fête, il faut préparer la vie à deux. La vie à deux qui s'annonce justement pour ces jeunes couples en devenir. On en parle avec deux spécialistes juste après, en fait, l'annonce du deuxième sujet, notre sujet santé, où on parlera d'hydratation. C'est très important pendant justement l'été et aussi pendant ce mois de Ramadan. Reste avec nous pour les détails, à tout de suite. Allez, on y va pour cette discussion avec deux spécialistes qui ont accepté justement d'apporter leur expertise. Pas de recette miracle, pas de conseils, mais une prise de conscience de certaines situations problématiques de la vie à deux qui n'est pas facile, mais qui est à construire pour une belle expérience de vie, justement. J'en parle aujourd'hui avec Dr Atman Lorabi, psychiatre à Casablanca. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Merci et Madame Rita Tahri, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute du couple. Merci beaucoup, Madame, d'être là. Vous êtes sur Casablanca aussi. Exactement, merci à vous. Alors, justement, la fête, la célébration, la maria, tout ça, c'est très, très beau. C'est important, on va dire. Ça fait plaisir, puisque en général et souvent, c'est supposé être pour eux une vie, une fois dans la vie plutôt. Mais la vie à deux, c'est tout ce qui vient après. Est-ce que dans la tête de ces jeunes couples, et je vous poserai la question à tous les deux, justement, je commence par Rita Tahri, on commence par les femmes justement, est-ce que dans la tête de ces jeunes couples, après la fête, c'est la vraie vie qui démarre? Eh bien, pas toujours. C'est comme quand on va voir au niveau des contes de fées, des romans d'amour, l'histoire se termine quand le prince charmant et la princesse se rencontrent. Se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et eurent beaucoup d'enfants. Alors cette formule, elle est mignonne, mais prise au deuxième degré, ça voudrait dire qu'après la rencontre, eh bien, il y a une vraie vie de couple dans la réalité qui commence entre un homme et une femme fait de chair et d'os. Donc, effectivement, il y a encore dans l'imaginaire un peu de cette jeune génération cette idée que on va rencontrer l'autre et au moment où on le rencontre, c'est une fin en soi. Absolument. On a atteint l'objectif. Et en plus, on se rencontre, et je crois qu'on y reviendra plus tard, on ne se rencontre pas par hasard, on se rencontre parce que l'autre entre en résonance avec nos propres blessures, nos propres manques, et on a l'impression, et on a l'espoir que cette personne va venir en face nous combler, nous réparer. Donc vous imaginez bien, arriver à la réalité, avec des attentes aussi démesurées, eh bien la désillusion qu'il peut y avoir souvent. Ok, et souvent, mais justement, restons positifs. Ah oui, bien sûr, c'est l'objectif. C'est le but aussi aujourd'hui, parce qu'une vie à deux bien construite, en prenant en considération ses failles aussi, ses faiblesses, son imperfection, ça en fait une belle aventure à deux. Docteur Lorabi, Atman, justement, ces jeunes couples en devenir, sont-ils conscients de ce que c'est que vivre à deux, justement, de ce que c'est que l'engagement du mariage? Alors, je dirais forcément non, parce que, on l'a dit, c'est une fin en soi, et puis on imagine que ça va être le début d'une période de notre vie dont on connaît un petit peu les difficultés, dont on connaîtrait comment dire, la meilleure manière de gérer, de qu'est-ce que c'est gérer une vie de couple, un domicile conjugal, etc., etc. Mais tout ça, on oublie que quand on parle de vie conjugale, on parle d'abord et avant tout de concession. Je parle de vie conjugale avant de parler de couple. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a deux personnes qui sont toutes les deux pourvues de liberté, de désir, de principes, de beaucoup de choses. Bon, a priori, si les gens se marient et qui se sont rencontrés, qui se sont entendus avant, c'est qu'a priori, on partage les mêmes principes, etc. Mais c'est une autre affaire pour ce qui est de la gestion de la liberté quotidienne. Et c'est ainsi qu'on commence à faire des concessions et que souvent, les choses coincent malheureusement. Pourquoi est-ce que je dis que souvent les choses coincent? Parce que il faut bien savoir que nous tous, inconsciemment,
on a été, ou on l'est encore, impacté par le fonctionnement du couple, le premier couple qu'on a vu, le couple de nos parents. C'est très important parce que souvent c'est quelque chose qui reste un peu en sourdine. J'en parlais, c'est inconscient, donc on n'en est pas conscient. Et quelquefois cette prise de conscience, quelquefois peut se faire de manière dramatique, hein, et quelquefois génératrice de détresse. Donc tout ça pour dire que à partir du moment où la personne se lance dans une expérience nouvelle dans sa vie. Hein, nous parlons des couples qui se marient, c'est un premier mariage, entendons-nous bien, c'est une expérience nouvelle. Donc c'est découvrir tout un monde, un nouveau monde, hein, bien sûr qui comporte des choses positives et qui nous permet bien sûr de réaliser ce qu'on a souhaité, hein, concernant le fait de fonder une famille, toutes les conceptions qu'on a du couple, de la famille, souhaité, des enfants. Mais on n'a pas visualisé, on va dire, techniquement, sa démarche. Très bien, tout à fait. Mais vous avez dit un mot qui est extrêmement intéressant, c'est l'engagement. L'engagement, il faut comprendre que ce n'est pas juste un terme générique, un terme français. Vraiment, quand on parle d'engagement dans le couple, ça correspond à une série d'opérations mentales. Hein, c'est-à-dire, ça commence d'abord par l'intention de se marier, de se marier, puis le choix avec qui on va se marier, puis la décision de se marier, et tout ça, bien évidemment, dans le but donc de créer cette vie de couple, et surtout de persévérer, et ça c'est la deuxième partie, persévérer là est la question. pour la bonne tenue ou la bonne marche de ce couple. Mais et là je soulève un premier petit bémol, entre guillemets, quand on parle d'intention, c'est juste cette séquence, l'intention, le choix et la décision. Qu'est-ce qui est suggéré là-dedans? Ce qui est suggéré, c'est que c'est vraiment ça émane de moi, en tant que personne, en tant qu'individu. C'est très important parce que du fait des pressions sociales, du fait des pressions familiales, du fait de beaucoup de choses, eh ben, on peut se retrouver... on accélère la cadence alors qu'on n'est pas forcément encore prêt. Dès le début, peut-être que l'intention y était, ou le choix de la personne n'était pas exactement... ou alors... Mais l'un des maillons manque. Tout à fait. Et ça, quand on ne fait pas attention dès le début... eh ben, c'est générateur de souffrance et très difficilement les couples par la suite qui expérimentent, enfin qui vivent des difficultés qui viennent de ce genre de choses, donc se délitent un petit peu du fait du désengagement unilatéral ou bilatéral des... Mais je vais revenir aussi à un point que vous avez soulevé qui est très important, docteur Lorabi, c'est la persévérance. Oui. Mais cette notion de persévérance aussi crée beaucoup de problèmes dans les premières années de vie à deux, parce que on attend de l'autre qu'il continue dans le même rythme, la même manière de faire que pendant la période des fiançailles ou les premiers mois de mariage. Or, persévérer dans la vie à deux, dans la construction de la vie à deux, c'est des adaptations à ces différentes phases et non pas une continuité d'une lune de miel éternelle. Non, tout à fait. Et ça pose problème aussi. Ça pose problème parce que l'engagement, quel est le reflet réel, objectif de l'engagement? C'est le fait que la relation évolue. Quand on parle de mariage, c'est, vous savez, tous les couples qui se marient ne cohabitent pas forcément dès le début. Donc c'est à partir de quand est-ce qu'on va cohabiter? Puis quand on cohabite, à partir de quand est-ce qu'on va avoir des enfants? Peut-être comment est-ce qu'on va s'engager mutuellement? Tout ça, ce sont des engagements mutuels. Et donc, si vous voulez, parce que vous avez dit que ce n'est pas une lune de miel éternelle. Non, parce que logiquement, un couple, c'est une séquence. Son développement suit une séquence qui varie en fonction des cultures, des individus, etc. Mais il y a une séquence, c'est-à-dire que la relation, dans sa phase de début, ne peut pas être la relation après 3 ou 4 ans, etc., etc. Mais c'est ça qui pose problème aussi, qui n'est souvent pas accepté par les jeunes. Absolument. C'est que il est intéressant de concevoir la vie à deux, la relation à deux, comme un phénomène évolutif.
hein, évolutif, et il est marqué, comme a dit Dr Lorabi, par plusieurs événements de la vie. Le premier enfant, l'emménagement, le déménagement, même jusqu'à la retraite, hein, pour les retraités, la découverte d'une infidélité. Tout ça, ce sont des choses qui viennent ponctuer cette évolutivité. C'est un processus. Et c'est vrai que les jeunes, au moment où, même s'ils font un choix bien raisonné de « je me pose les questions, qu'est-ce qui est important pour moi dans la relation et pourquoi ?» On va retourner voilà, sur ce point. Ils posent les critères, ils sortent leurs valeurs, 4 ou 5 valeurs qui sont voilà, très importantes pour eux. Eh bien, la vie, la force de la vie et du quotidien fait que ce qu'ils avaient prévu et planifié ne se passe pas tel quel. Encore faut-il prévoir et planifier. C'est déjà, on va dire, une belle performance Absolument. de la part de ces jeunes. Est-ce que, justement, ils se posent des questions importantes? Est-ce que nous nous sommes posé des questions importantes? Alors, moi, personnellement, non. Je ne me suis pas posé de questions avant de le faire, mais j'y ai réfléchi depuis. Et puis, je pense que la première chose à dire aux jeunes aujourd'hui, c'est d'abord localiser vos comportements de dépendance affective. Déjà, oui, c'est la première des choses. Oui, absolument. Et soyez attentifs à tous les schémas répétitifs dans vos relations. On donne un exemple pour visualiser ça? Oui, par exemple des jeunes qui font des rencontres ou qui se fiancent et qui sont toujours les premiers à arrêter la relation. Oui. Quand on creuse, on trouve souvent une peur de l'abandon. Donc on abandonne l'autre avant qu'il ne nous abandonne. Soyez vraiment, portez votre attention sur ce genre de schéma répétitif pour pouvoir aller nourrir ces carences affectives. Alors on peut se faire accompagner, mais la meilleure des choses qui est la plus naturelle, c'est de s'apprivoiser, de s'observer, de se donner le temps de se connaître soi-même, absolument. Ne pas être dans cette course à rencontrer son prince charmant ou sa princesse charmante, et voilà, c'est fait. Ce n'est que le commencement. Et puis quand on s'apprivoise, eh bien on arrive à poser ces critères-là, on arrive à se poser les bonnes questions, savoir quelles sont nos valeurs. Et du coup, quand on sait ce que l'on cherche, ou on sait ce qu'on veut, on sait qui on cherche. Quand donc on sait qui nous sommes et qui on est, bien sûr. Et qui on est, eh bien on sait qu'est-ce qu'on cherche et qui on cherche. Alors justement, par rapport à ça, on entend souvent une phrase « Je ne pensais pas que le mariage, c'était ça. Si j'avais su, justement. » Est-ce que vous l'entendez en cabinet, docteur Lorabi? Oui, très souvent. Mais très souvent, ce n'est pas inhérent au mariage, mais c'est inhérent à toutes les difficultés qui ont été engrangées au fil des années. Parce que souvent, même si au début, il peut y avoir des difficultés, comme dans tous les couples. Souvent, dans l'évolution de tel ou tel couple, on trouvera peut-être un événement qui n'a pas été comment dire, bien appréhendé par le couple. Et qu'est-ce que j'entends par bien appréhendé? C'est-à-dire qu'on travaille dessus, qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé en fonction de la nature, bien évidemment, de l'événement. Et ce sont des petites choses comme ça qui s'accumulent au fur et à mesure. Puis il y a les enfants, etc. On met un petit peu sa vie de couple en sourdine, entre parenthèses, etc. Et puis un beau jour, malheureusement, souvent, peut-être vers la retraite, c'est ce qui arrive le plus souvent, parce que c'est là qu'il y a les départs des enfants et qu'on se reconnecte, entre guillemets, ou qu'on essaie de se reconnecter avec son conjoint, on se rend compte qu'on a accumulé beaucoup de choses, voilà, qui peuvent quelquefois, mais vraiment, aboutir à une profonde haine. Alors, pour les jeunes qui nous suivent, peut-être qu'ils pourront se dire, oui, mais non, on est quand même bien loin de tout ça, hein, la retraite, les enfants, le départ des enfants, on est bien loin. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ça va relativement vite, absolument, et que tout se construit dès le départ. Oui, tout se construit dès le départ, et j'ai l'impression que prendre conscience que le partenaire, le mari, le conjoint ou la femme est un miroir de nos aspects à nous, un miroir de nos blessures, de nos peurs, de nos croyances, et aussi un miroir de tout ce qu'on ne se permet pas. Et cet effet miroir fait que souvent, on vient chez moi pour me dire « Ah, mais mon mari ou ma femme, c'est le champion pour appuyer sur le bouton qui fait mal. » Eh bien, c'est pas le mari ou l'épouse qui est le bourreau, mais ce bouton-là, c'est votre douleur. Alors, prenez-vous en charge, responsabilisez-vous par rapport à ce qui vous fait mal, et prenez votre conjoint ou votre femme comme quelqu'un qui vous donne une opportunité de se reconnecter à soi, de se guérir quelque part.
Et souvent, cet effet miroir qui est indéniable dans un couple, parce que c'est un jeu avec un autre en face, eh bien, il est mal interprété, je trouve. Et j'ai souvent des couples qui, quand ils comprennent cet effet miroir, se remercient presque. Merci de m'avoir permis d'évoluer. C'est juste que... C'est justement, ça c'est très important, parce que la vie à deux, en fait, c'est un exercice, on va dire, une aventure qui doit permettre à l'autre d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Alors, certains spécialistes disent qu'il faut justement, à travers notamment ce genre d'émission, préparer les jeunes à une prise de conscience, préparer les jeunes à la vie à deux. Est-ce qu'on peut tout anticiper ? Est-ce que c'est possible? Moi, j'aurais tendance à dire non. Non, on ne peut pas anticiper grand-chose. Quand on parle de planning prévisionnel, ce sont des prévisions. Ça ne veut pas dire que c'est effectivement ce qui va se passer, d'abord et avant tout. Et puis, on peut même se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on doit anticiper? Parce que dans l'absolu, on anticipe quand on a peur de ne pas savoir gérer le moment venu. Oui. Hein, c'est très important. Mais pour aider les jeunes... Face aux chiffres du divorce. Oui, alors ça, faut voir, je pense qu'il faut le voir d'un point de vue socio-culturel aussi, pas uniquement psychologique. Mais quand on parle de préparer les jeunes, il y a quelque chose de très important et qui est un peu tabou dans notre société, plus que les histoires de charnelles, etc., c'est l'intimité émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends par l'intimité émotionnelle? C'est la capacité qu'aurait chacun à faire rentrer donc son conjoint dans ce qu'il ressent, dans sa vie affective, dans sa sphère affective personnelle. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un tabou? Parce que ce que je remarque, moi, tous les jours, même dans des problématiques qui n'ont absolument rien à voir avec le mariage, c'est qu'on a énormément de mal à, d'abord, mettre le doigt sur exactement quelle émotion je suis en train de ressentir à l'instant T. Alors, ce qu'on arrive à dire souvent, c'est que ça m'énerve ou ça m'agace, point. Mais on n'arrive pas à dire est-ce que ça me met en colère, est-ce que ça me blesse, est-ce que ça me fait peur. C'est très difficile à appréhender. Et puis, donc, une fois qu'on le sait, si on arrive à l'appréhender, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est arriver à le verbaliser. C'est très important, je dis verbaliser, pas communiquer. Parce que l'une des très grandes difficultés aussi, c'est une idée reçue, je pense, chez les couples, les jeunes, c'est qu'on attend de l'autre qu'il nous comprenne ou qu'il comprenne une émotion ou une position ou ce genre de choses sans rien dire. Comme si, bon, bah voilà. C'est la preuve ultime de l'amour. Voilà, on demande à ce qu'il y ait de la télépathie. Ça n'a rien à voir, ça ne prouve pas qu'il y ait de l'amour, parce que le dogme qui correspond à la réalité, c'est que devant un événement, je parlerai plutôt de comportement, vu que c'est ma spécialité, devant un comportement en particulier, eh ben, on a une multitude d'explications possibles. Donc oui, effectivement, le conjoint peut voir, par exemple, que émotionnellement, son conjoint ne va pas très fort, mais il ne pourra pas dire avec précision qu'est-ce qu'il a blessé, ou alors de quoi est-ce qu'il a réellement besoin pour pouvoir un petit peu être là et montrer qu'on est là. Parfois, ça peut... certains couples essaient de le faire, mais peut-être maladroitement. C'est ce qu'on a appelé, et c'est ce qu'on appelle la communication. Oui. Alors, quand on dit il faut communiquer dans votre couple, ça aussi, et ce mot communication pose beaucoup de problèmes. Tout à fait. Parce que souvent, je ne sais pas si je me trompe, mais d'après ce que j'ai constaté en préparant l'émission, en discutant avec... différentes personnes, c'est souvent les femmes qui veulent communiquer et les hommes, entre guillemets, qui ne comprennent pas l'intérêt de cette communication qui n'en finit pas. Oui. Parce que le terme est trop générique. Quand on parle de communiquer, eh ben, si on s'assied, qu'on parle du film qu'on a regardé hier soir, on va communiquer. Oui. Mais il faut qu'on communique. La fameuse phrase, il faut qu'on communique. Oui, voilà. En fait, le désir réel, et c'est pas que les femmes, je pense que on va pas aller dans des choses sexistes, je pense que... Non, pas du tout, mais de genre. Oui, tout à fait, non, bien sûr. Mais je pense que, pourquoi je disais ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont ce besoin, non pas de communication, mais d'expression. J'insiste, et quand je parle d'expression, vous avez bien vu, j'ai parlé de verbaliser, j'ai pas parlé de communiquer. Quand je parle d'exprimer, c'est pas dire ce qu'on pense, parce que souvent, c'est aussi ça l'erreur, c'est dire ce qu'on ressent. Et ça rejoint ce dont je parlais concernant l'intimité émotionnelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire
ce que je ressens du fait du comportement de mon conjoint. Mais attention, ça nécessite que le conjoint en face soit deux choses. Réceptif, bien évidemment, et deuxième chose, et non la moindre, c'est sans jugement. C'est très important. Mais ça n'entre pas un petit peu on va dire, en interférence avec cette histoire de dépendance affective, dans la mesure où, justement, ouvrir à l'autre sa sphère affective, Oui. mais à quelle limite? Est-ce que c'est à moi justement de me canaliser? Est-ce que l'autre a les compétences de le faire? Voilà, c'est cette histoire aussi de dépendance affective et de sphère affective qui peut un peu embrouiller les gens. Oui, il y a une question de réglage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un des deux partenaires soit toujours celui qui se plie, qui va faire en sorte de ne pas appuyer sur la blessure de l'autre, mais accepter l'autre tel qu'il est, mais pas inconditionnellement. C'est-à-dire que de temps en temps, comme a dit Docteur, il est intéressant d'abord comprendre qu'est-ce qui nous a fait mal, qu'est-ce qui nous dérange, pour pouvoir le verbaliser au conjoint. Et une des règles les plus importantes, c'est de ne pas toucher à la valeur du conjoint avec des phrases que j'appelle klaxons, mais plutôt le comportement. Vraiment porter une doléance, la poser par rapport au comportement du conjoint et sans toucher sa valeur. De tu es pareil, j'aime pas comme tu es, etc. Ça sont Mais comment verbaliser, comment énoncer justement? Ça c'est important. Alors, ça c'est du terrain, on va dire, du concret. En passant par les émotions. Parce que quand on exprime ses propres émotions, on est centré sur soi, sur ce qui nous fait mal. Et quand on respecte les règles de la communication non violente, eh bien, le message passe sans qu'on blesse l'autre. Je me sens comme ça. Oui. Suite à ton comportement. Absolument. Oui. Donc il y a le tu. Oui, mais en fait, c'est je me sens comme ça. En fait, je donne juste, enfin, je précise un peu, c'est dire, en fait, plutôt que de dire, oh, tu n'as pas fait attention à moi, plutôt dire, je me suis senti blessé parce que j'ai eu l'impression que tu n'as pas fait attention à moi. Je me suis senti blessé. Il faut toujours parler à la première personne singulière. Si on parle d'émotions, ben, je parle de mes émotions, parce que souvent, on tombe dans les erreurs de oui, ça ne se fait pas. On parle de manière impersonnelle, oui, ça se fait pas, machin. On tombe aussi dans les comparaisons et un tel, machin, pourquoi il n'est pas comme ça avec son épouse, etc., etc. Et puis surtout, ce qui blesse le plus, et ça a été dit par Madame Tahri, c'est le fait de ne pas toucher à la valeur de la personne. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ne pas toucher à la valeur de la personne? Ne pas juger, justement, parce que c'est le jugement. Hein. Par exemple, quand on dit à quelqu'un oui, ce que tu as fait, ben, je me suis senti blessé, tu es vraiment égoïste, par exemple. C'était la phrase de... Enfin, tu es vraiment égoïste, c'est la chose de trop. Ouais. C'est vraiment ça. Hein, donc, il faut arriver à verbaliser ses émotions. Calmement, c'est très important. La forme est super importante. Hein, il y a une grande différence selon qu'on dise calmement que telle chose m'a blessé ou qu'on le hurle. Absolument. Parce que le contenu du message se dilue à ce moment-là, parce qu'il y a de l'agressivité, etc. Et après, c'est l'escalade. Et puis, bon, ça aboutit à la dispute. Et souvent, on n'a pas réglé le noyau. Alors, pourquoi on dit, et pourquoi justement ça se passe comme ça, on dit qu'il y a beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance, et je sais que ce terme est très important pour vous les spécialistes, pourquoi il y a beaucoup de bienveillance au début, entre ces deux personnes, et puis au bout d'un moment, on perd cette bienveillance. Elle s'estompe. On oublie cette bienveillance, en fin de compte, elle se dilue un peu avec le temps, parce qu'au début du mariage, on est dans un fantasme de fusion, du 1 plus 1 égale 1. On est une seule entité, nous ressentons les mêmes choses, nous comprenons les mêmes choses, nous devinons les sentiments de l'autre, et qu'à un moment, avec un cycle que vit le couple, on a dit que c'était très évolutif, on se rend compte qu'on est deux entités complètement différentes, et en fonction des blessures aussi qui n'ont pas été réglées, on a des colères, des frustrations, parce que l'autre ne comprend plus vraiment, avec autant de fluidité, de téléguidage, comment on se sent. Mais il devrait deviner. Et là,
la bienveillance... Mais il devrait deviner, c'est l'injonction, justement. Mais cette croyance, cette énorme croyance qu'on va être la même entité jusqu'à la fin des temps. Et donc, il y a une forme de frustration, de colère, de sentiment de solitude, parce que l'autre change. Et la bienveillance se dilue. Parce que quand il y a de la colère, eh ben, il y a du jugement et il n'y a pas de bienveillance. Alors, en tout cas, là, ce qu'on est un petit peu en train de faire, c'est de donner un gros plan de la trajectoire de la vie à deux, qui va permettre à ces jeunes, non pas de ne pas idéaliser la vie à deux, c'est bien de vivre étape par étape les différentes phases de la vie conjugale, mais de se dire que quand ça va pas bien, eh bien, que c'est presque normal. C'est une réadaptation à faire et c'est des changements à mettre en place. On va reprendre la discussion juste après une courte pause et on va parler aussi d'hydratation, c'est important pour l'organisme. Restez avec nous sur Média TV dans On se dit tout. À tout de suite. Allez, de retour pour cette belle discussion avec vous sur le plateau d'On se dit tout et avec deux spécialistes. Madame Rita Tahri, psychothérapeute du couple et docteur Atman Lorabi, psychiatre. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. On se dit tout sur la vie à deux. Justement, l'été, souvent, c'est la saison des mariages. Et la vie à deux, ce n'est pas juste une célébration, une fête, c'est un engagement. Alors justement, docteur Lorabi, est-ce que l'engagement est devenu compliqué aujourd'hui ? Alors, l'engagement, on l'a défini tout à l'heure, l'engagement a toujours été compliqué, pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, toujours été compliqué, toujours. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer. C'est que, alors, au-delà du risque qu'on prend, du fait à accepter, par exemple, d'avoir un enfant, puis le deuxième, puis le troisième, les différentes étapes qui émaillent l'évolution ou la vie de ce couple, bien sûr, ceci renforce un sentiment d'interdépendance. Et d'ailleurs, c'est ça qui pose souci dans les couples, c'est quand l'engagement n'est pas symétrique. On parle de discordance d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un des deux conjoints, qui est beaucoup plus engagé dans la relation que le deuxième. Donc, même dans le meilleur des cas où on a un engagement similaire des deux côtés. Engagement moral ou moral, physique, émotionnel, financier. On parle de tout ça quand on parle d'engagement. Et ça, en fait, ça crée une interdépendance. Et pourquoi est-ce que je vous ai dit que ça a toujours été compliqué? Parce que la personne, elle est consciente que plus elle s'engage, plus elle a à perdre si jamais il y a une rupture. On peut donner un exemple? Par exemple, si on est dans le couple, on a 4 ou 5 enfants, un crédit sur la maison principale, etc., plus des engagements moraux, professionnels, peut-être je travaille avec la belle famille ou des choses comme ça, au-delà de la vie juste du couple intime, etc., eh ben, j'y penserai à 2 fois avant de penser à la rupture ou à une séparation, avant de le faire. Parce que je suis conscient des risques, des pertes que je vais avoir. Je ne vais plus voir mes enfants, les répercussions financières, etc. etc. Donc, à partir de là, si vous voulez, l'engagement, c'est toujours quelque chose qui fait peur aux gens. C'est ce qui fait que le couple avance, c'est ce qui fait que le couple mûrit, grandit, évolue. C'est important. Mais en même temps, c'est ce qui fait que le sentiment de vulnérabilité chez chacun des deux conjoints, lui aussi, va en augmentant, parce que l'engagement aboutit vraiment à... Mais justement, pour vous, c'est mauvais qu'il y ait ce sentiment de vulnérabilité? C'est un moteur? C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. On est conscient des enjeux, on est dans une situation, c'est naturel, mais encore faut-il arriver à dépasser ce sentiment de vulnérabilité qu'on ressent de manière propre. Là, on va parler d'optimisme, on va parler de confiance, on va parler de beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que je parle de l'engagement? Parce que vous allez me dire, s'il y a cette interdépendance et cette vulnérabilité ressentie, alors à quoi ça sert de s'engager? La réponse est évidente concernant pour fonder un couple, etc. Mais bien souvent, quand le couple passe par... Je n'aurais pas posé la question parce que, on va dire, dans le sens où c'est naturel de passer par ce processus de construction. Oui. Ce sentiment de vulnérabilité est quasi normal. Tout à fait. Mais en fait, l'engagement, il trouve son utilité quand
les autres sphères relationnelles du couple périclitent un tout petit peu de manière passagère, le plus souvent. Les autres sphères, on va parler donc de l'intimité émotionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis la passion sexuelle, donc c'est tout l'aspect charnel après le mariage, etc. Donc, si vous voulez, cet engagement, bien qu'il nous mette en situation de vulnérabilité qu'on ressent, eh ben c'est paradoxalement quelque part ce qui permet au couple de tenir bon quand il y a des crises. De faire des concessions. Voilà, de faire des concessions quand il y a la maladie, quand il y a beaucoup de choses. C'est vraiment, quelquefois, le ciment qui permet de tenir les choses. Vous êtes d'accord, Rita? Oui, je suis d'accord. On arrive à toucher notre puissance en tant que couple que dans la vulnérabilité, j'y crois vraiment. Parce que cette vulnérabilité nous fait vraiment reprendre conscience du lien de confiance qu'il y a entre nous. Et je trouve que c'est un véritable thermomètre, de se sentir vulnérable, de se poser la question de la confiance qu'on a envers ce conjoint par rapport à l'engagement et d'avancer. Ça, c'est très important parce que ça va rassurer tous ces jeunes qui nous suivent, que ce soit en fait ceux qui vont démarrer leur vie conjugale ou ceux qui sont aussi dans le début de la vie à deux et qui se retrouvent parfois face à des situations d'incompréhension où il y a ces petites perturbations qui vont venir gêner cette fusion. Absolument. Qui commence un petit peu peut-être à s'effriter, eh bien, c'est normal, il ne faut pas en avoir peur. C'est le cheminement de la vie à deux. Ce cheminement de la vie à deux, parfois, on dit qu'il se base aussi sur des cycles. Le cycle des 3 ans, des 7 ans, des 14 ans. Vrai ou faux? Ça, mythe ou réalité? Alors, effectivement, il y a plusieurs phases tout au long de la vie d'un couple. C'est des étapes, des phases. Mais je ne sais pas si on peut y poser des dates, parce que ça dépendra de chaque couple. Oui. Les couples qui ont un enfant la première année de mariage ou ceux qui en ont 7 ans après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout drame de la vie, toute émotion très forte dans l'entourage du couple, comme j'ai dit, partir en retraite, avoir des enfants, tout cela, ce sont des sortes de césures dans l'évolutivité du couple, mais qui sont absolument nécessaires. Parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant qu'entité faisant partie du 1 + 1 = 2, eh bien, nous sommes évolutifs. Donc vraiment, se donner le droit, de temps en temps, de s'arrêter à un carrefour, et puis de se poser les bonnes questions. D'avoir le droit de revisiter ses valeurs, ses critères. Ça pourrait être quoi, par exemple? Les bonnes questions, c'est, par exemple, est-ce que je vais continuer à aller chez ma belle famille tous les samedis? Dieu est fait. Ben, si j'apprécie, oui. Voilà, et se donner le droit à un moment ou à un autre, j'ai plié par rapport à cette décision, par exemple, de mon conjoint, et bien maintenant, il va faire une concession. Ouais. Parce que le couple, ce ne sont que des réciprocités. Mais dans la bienveillance, pas dans la confrontation. Mais complètement. On en a parlé dans la communication non violente, où on ne touche pas à la valeur de l'autre, à sa valeur en tant que personne. Mais cet exemple de belle famille peut poser beaucoup de problèmes, peut-être chez les jeunes couples, parce que la belle famille est parfois considérée donc, comme sacrée. Comme sacrée, comme la valeur de l'autre, en fait, la valeur du conjoint. Donc, d'où l'intérêt d'insister sur la communication non violente et la bienveillance. Absolument, voilà. Absolument. Et proposer peut-être des sortes d'arrangements. On fait un samedi sur 2 et quand on n'est pas là-bas, on est juste ensemble ou en famille. Ou... Vraiment, il y a tellement de manières d'arriver à imposer, j'aime pas trop ce mot, sa façon de faire dans un couple. Mais trouver son équilibre. Dans la bienveillance. C'est tout à fait possible. À se mettre d'accord. À se mettre d'accord, voilà. Tout simplement, à se mettre d'accord, parce que qu'il y ait un désaccord, on l'oublie aussi souvent, ne veut pas dire qu'il va y avoir conflit. Ça, souvent dans notre culture, dès qu'on est en désaccord, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un conflit. Non, pas du tout. On peut très bien être en désaccord et respecter l'avis de l'autre, même s'il est contraire au mien, et puis on va interagir en bonne intelligence, essayer de trouver un accord, un compromis qui va nous satisfaire, peut-être pas à 100% chacun, mais au moins à 80%. Ça, c'est important. Peut-être que ça ne va pas nous satisfaire à 100%. Ah non, bien sûr que non. Mais voilà, parce que souvent, dans ce genre de situation, on attend d'être satisfait pleinement. Oui. Vrai ou faux? Oui, tout à fait. Mais alors, les compromis, il y a plusieurs manières d'atteindre des compromis. Je peux être satisfait à 100% sur le point A,
qui est un désaccord, qui représente un désaccord dans notre couple, mais en contrepartie, il faut que je sois à 0% de satisfaction sur le point B pour que mon épouse puisse être elle aussi satisfaite. Il y a plusieurs modalités pour trouver les compromis, mais par définition, ça veut dire céder un bout de sa liberté pour le bien-être de l'autre. Il doit y avoir une contrepartie. N'oublions pas les histoires de discordance dans l'engagement dans le couple, parce que c'est aussi ça qui le définit. Oui, la réciprocité est vraiment quelque chose de majeur. Et souvent, je dis au couple, apprenez à vous disputer. Puisque les disputes, c'est quelque chose de naturel, parce qu'on est deux entités différentes qui avons des évolutions différentes, eh bien, tant qu'à faire, faisons-en des disputes intelligentes. Parce que même, on n'a pas beaucoup parlé du pouvoir, des jeux de pouvoir dans le couple, eh bien, ces disputes, eh bien, elles aident à réguler cet équilibre du pouvoir dans le couple. Et l'engagement. Ça ramène une nouvelle fois vers l'engagement? Ça le rappelle? Mais oui, ça leur rappelle qu'ils sont engagés. Donc tout ce qui est combat de pouvoir n'est pas compatible avec la notion d'engagement. Absolument. Donc apprenez à vous disputer. Ça peut paraître... Dans le respect. Dans le respect. Dans le respect, dans le calme, dans la non-agressivité. Voilà. C'est très important quand on parle de disputer. Ça pourrait être, voilà, une discussion où on est en désaccord. Mais point, ça ne veut pas dire forcément que ce soit violent. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors ce jeu de pouvoir, c'est aussi peut-être l'une des erreurs des couples pendant leur début, leurs premières années de vie à deux. D'ailleurs, après, on entend en fait chez les couples, on va dire plus anciens, qui disent oui, au début, on se disputait souvent, et puis on a fini par se calmer. C'est parce qu'il y avait ce jeu de pouvoir. Alors oui, il y avait ce jeu de pouvoir, mais il y avait à la base, le fondement, c'est cette illusion que l'autre va changer à mon contact. Je peux changer l'autre, j'ai le pouvoir de changer l'autre. Et c'est une illusion qui est à la base de beaucoup de clashs dans les mariages. Personne ne change au contact de l'autre. C'est un choix qui vient de l'intérieur. Donc, à un moment, eh bien, ces conjoints-là se rendent compte que utiliser le pouvoir pour changer l'autre parce qu'ils pensent que c'est possible ne sert à rien. C'est énergivore et ça crée beaucoup de rancœur de vouloir changer l'autre. Parce que changer l'autre, ça voudrait dire vouloir toucher à sa valeur en tant que personne. À sa dignité. À sa dignité aussi. Et ça passe par un schéma de domination. Absolument. Quand on est dans ce genre de choses, ce qui est important, c'est ce qu'on pourrait éventuellement faire. Bien évidemment qu'on ne peut pas changer l'autre à son insu ou s'il ne veut pas. Mais bien sûr que avec un certain type de comportement, on peut inciter l'autre à prendre conscience de certaines choses qui peuvent peut-être le pousser à changer, s'il y arrive. Donc je mets beaucoup de conditions, c'est très important, parce que souvent, les gens, j'en reçois pas mal qui me disent, bon, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Comme si c'était de sa faute. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur le couple en tant qu'individu. Un couple, c'est deux individus. Deux individus, et ben, chacun avec son illusion du contrôle, chacun avec ses désirs, chacun avec beaucoup de choses. Donc, on n'est pas dans le contrôle, on est copilote, on va dire ça comme ça. Ça, c'est très beau, absolument. Très belle image. Techniquement, très technique, mais ça pourrait être très romantique aussi. Pas très romantique, mais très efficace. Absolument, bien dit. En tout cas, merci beaucoup, Rita Tahri. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes psychothérapeute du couple. Et docteur Atman Lorabi, vous êtes psychiatre. On n'a pas donné de recette miracle parce qu'il n'y en a pas, justement. Mais comment trouver son équilibre et être copilote de la vie à deux? C'était un petit peu ça notre belle discussion aujourd'hui dans On se dit tout. En tout cas, moi je reste avec vous parce qu'on a aussi un sujet santé à traiter. Bien prendre soin de son corps, ça passe aussi par l'hydratation. L'hydratation, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout quand il fait très chaud et surtout pendant le mois de Ramadan, on en parle tout de suite. Restez avec nous sur Média TV. Donc là, je suis avec le docteur Atman Amziane, médecin de famille, pour faire le point sur l'hydratation. Docteur Amziane, bonjour. Bonjour, Esme. Merci beaucoup d'être avec nous. De rien, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, docteur Amziane, l'hydratation, c'est quoi exactement? Alors, l'hydratation, c'est le fait de boire de l'eau. Donc, l'eau peut provenir soit de légumes et de fruits au cours d'une alimentation diversifiée et variée, soit de l'eau en elle-même.
Donc il y a plusieurs eaux, comme vous le savez, eau minérale, eau plate, mais toutes les eaux se valent. La seule différence, c'est les teneurs en ions, calcium, magnésium, bicarbonate. Bon, l'hydratation, c'est un procédé par lequel le corps humain, ou toute vie, rattrape ce qu'elle a perdu en eau, à travers les urines, la transpiration, la respiration. Donc l'hydratation est un moment important de la vie de chacun. Alors justement, quand on parle d'hydratation, on pense uniquement à la consommation des liquides et surtout de l'eau. Mais vous l'avez dit, on peut s'hydrater à travers l'alimentation, à travers les légumes et les fruits. Est-ce que c'est une part d'hydratation qui est importante? Oui, alors ça constitue, l'hydratation, comme je viens de le dire, peut provenir soit de légumes ou de fruits qui sont non riches. On peut donner l'exemple du melon, de la tomate et de l'eau en elle-même. Donc 90% des apports en hydratation proviennent de l'eau, 10% d'autres alimentations. D'accord. Mais il n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de s'hydrater qu'à travers les légumes ou fruits. Donc l'eau en elle-même reste le facteur le plus important pour une bonne hydratation. Justement, alors, puisque l'eau reste finalement la source la plus importante d'hydratation, les fameux 2 litres par jour, est-ce qu'il faut absolument respecter ces 2 litres? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça a toute son importance? Est-ce que tous les organismes sont capables? Est-ce qu'on peut tous boire 2 litres par jour? Alors, l'autorité européenne, la seule étude qui a été menée en 2010, l'autorité sanitaire européenne a fait une étude pour essayer de donner à chacun les besoins recommandés en matière d'eau. Comme vous le savez, l'eau varie en fonction de l'âge, en fonction de l'activité, en fonction de l'état pathologique. Y a-t-il une maladie ou pas? La quantité. La quantité. Alors, je vais vous dire, un nourrisson entre 0 et 6 mois peut prendre jusqu'à 680 millilitres par jour. Par contre, un adulte a l'obligation de boire 1,5 litre jusqu'à 2 litres par jour. Mais voilà, vous parlez d'obligation. Donc c'est une obligation? Non, en tant que médecin, ce n'est pas un luxe. Il faut le crier assez fort, il faut boire de l'eau pour éviter pas mal de problèmes pathologiques. Revenons, il faut rappeler qu'il n'y a aucune vie qui ne peut se réaliser biologique sans cet élément important qui est l'eau. D'ailleurs, on peut parler de planète habitable par l'homme que s'il y a une composante d'eau. Donc, d'où l'importance de cet élément. Donc, vous dites que ce n'est pas un luxe. Quand moi, je vous pose la question, 1,5 litre à 2 litres par jour d'eau, est-ce que c'est aussi important que cela? Vous me dites, non seulement c'est important, mais c'est primordial. C'est conseillé, c'est primordial. C'est le premier traitement qu'on devrait avoir avant de penser aux médicaments. Il faut savoir que nous perdons 1,5 litre à 2 litres par jour d'eau à travers la transpiration, la respiration et les urines. Donc il faut compenser cette perte. Cette perte ne peut prévenir, le corps humain n'arrive pas à lui-même à synthétiser de l'eau. À synthétiser de l'eau, donc automatiquement, il n'a que les apports extérieurs. Oui, absolument. Donc c'est important parce qu'il y a des pathologies qui sont liées à cette mauvaise gestion de l'hydratation. Quand on appelle déshydratation, si on arrive à être déshydraté ne serait-ce que 2%, on est dans des hallucinations, on commence à avoir des troubles neurologiques. Supérieurs à 10%, c'est létal. Létal veut dire on peut décéder par déshydratation. D'accord. Alors, justement, allons sur le positif. Quels sont les effets d'une bonne hydratation sur l'organisme, docteur Arziane? L'eau, son rôle. L'eau, son rôle, ça permet d'éliminer tout ce qui est toxique à travers les urines et les fessées. Deuxième truc, ça permet la thermorégulation, c'est-à-dire quand on a chaud, ça permet d'hydrater un peu le corps pour maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire une température à 37, 36,5, 37. Donc, l'eau aussi a un rôle de transmetteur d'énergie électrique, c'est-à-dire le cerveau, quand il veut contacter un organe qui est cible, un muscle, il est obligé d'avoir l'eau comme composant, un transporteur de l'influx nerveux. D'accord. Et quatrièmement, l'eau joue un rôle important aussi entre les cellules, ça permet de communiquer. C'est-à-dire 70% de notre poids est constitué d'eau. D'où l'importance, c'est un vecteur, c'est celui qui permet la vie en premier lieu. D'accord, donc on va dire qu'il n'y a pas plus motivant comme information que cela en termes de consommation d'eau. Oui, alors il est important, je vous ai dit 2%, si on arrive à se déshydrater ne serait-ce que de 2%, on risque
des hallucinations, c'est-à-dire un problème cérébral, des problèmes rénaux, 10%. Si on n'arrive pas à remplacer les 10% qu'on est en train de perdre... Et ça peut arriver sous quelles conditions? Dans quelles circonstances? Alors, Ces 2% par exemple. Alors, il y a des apports exceptionnels à des situations exceptionnelles. On va parler... on ne va pas être dans le pathologique, on va parler des gens qui font du sport. D'accord. Il faudrait s'hydrater. Et surtout, ne pas attendre cette sensation de soif pour aller s'hydrater. Parce que quand le cerveau envoie ce signal de soif, c'est déjà trop tard. Donc, je conseille aux gens de s'hydrater, petite dose, tout au long de la journée. Donc, ne pas attendre jusqu'à ce que l'organisme oblige le corps à s'hydrater à travers un centre de soif qui se trouve au niveau du cerveau notamment. D'accord. Alors, justement, docteur Hamziane, là, nous sommes en plein mois de Ramadan. L'hydratation est importante, vous l'avez dit. Comment bien s'hydrater en peu de temps? Parce que nous n'avons que la nuit, et les nuits, on le sait, sont courtes. Je préfère, alors en matière d'hydratation, certes la quantité est très importante, mais aussi l'efficacité. C'est-à-dire, faut savoir qu'on peut s'hydrater à travers les légumes, les soupes, les fruits. Donc, je conseille aux gens, puisqu'ils ne peuvent pas boire les 2 litres en peu de temps, Absolument. de prendre des soupes à base de légumes, des salades de fruits, essayer de boire pas en grande quantité parce qu'il y a un effet qui va stopper cette soif et automatiquement on n'arrivera pas aux besoins dont on a besoin. Donc, je conseille à ce qu'on boive de petites quantités tout au long de la période où on ne jeûne pas, et surtout privilégier les salades, les fruits, les légumes qui sont aussi un bon apport en matière d'eau. D'accord, absolument. Donc, essayer de compenser en fait entre l'apport hydrique et l'apport alimentaire qui permet une hydratation. Comme vous venez de le dire, chaque jour, nous perdons 2 litres. Il est impératif de remplacer ces 2 litres. Alors que la source soit de l'eau en elle-même ou à travers des légumes et des fruits, le bilan doit être que nous perdons 2 litres, nous parvenons à les compenser par 2 litres de l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'on peut parler aussi de personnes, on va dire, fragiles, les enfants notamment, l'importance de l'hydratation chez les enfants? Alors, il y a une étude qui a été menée qui a montré qu'il y a eu des échecs scolaires, des troubles cognitifs, c'est des troubles de l'humeur chez l'enfant, l'adolescent, le préadolescent, qui sont dus à une mauvaise hydratation. Comme je viens de vous le dire, le cerveau est constitué de 80% d'eau et que l'eau, c'est ce médiateur qui permet au cerveau de communiquer avec les autres organes. Donc, une déshydratation peut mener, comme je l'ai dit tout à l'heure, des hallucinations, des troubles de comportement. Donc, vous pouvez avoir un enfant qui fait un échec scolaire pour la simple raison qu'il ne boit pas assez. Voilà. Ça se répercute sur... Voilà, cette répercussion, notamment chez l'enfant. Chez le nourrisson et le nouveau-né, les besoins sont apportés bien sûr par le lait et le lait maternel, et j'en profite pour aussi promouvoir la lactation. D'ailleurs, on est en train de la promouvoir au niveau de la santé publique. Le nourrisson a ses besoins à 680 millilitres par jour, selon l'agence européenne, et en fonction de l'âge, les besoins augmentent. Et elles augmentent aussi chez les personnes, disons, séniles, personnes âgées. Parce que le centre de soif, au fur et à mesure de l'âge, ne répond plus de façon... C'est-à-dire qu'ils n'envoient pas le signal. Ils ne voient pas le signal comme quoi ils ont soif. C'est pourtant, nous avons assisté, on n'a pas les statistiques ici au Maroc, mais en France, il y a eu pas mal de décès, dû à la canicule. Oui. Voilà. Et donc, les personnes qui sont fragilisées, c'est les personnes qui n'arrivent pas à communiquer avec l'extérieur, c'est les jeunes enfants. Et les personnes âgées, dont le centre de soif n'arrive pas à exprimer le réel besoin du corps. Donc, il y a ces 2 extrêmes. À côté de ça, il y a les personnes qui sont malades. Je pense aux insuffisants rénaux, je pense aux insuffisants cardiaques, je pense aux personnes dont ils ont une pathologie chronique. Là, les besoins du corps, et avec l'approbation de leur médecin, soit il y a des pathologies où on doit limiter un peu, je pense un peu aux insuffisants rénaux où l'apport en eau est limité. Il y a d'autres situations, notamment le diabète, où on conseille d'augmenter les besoins. Donc, en conclusion, 2,5 litres est une moyenne. Absolument. Femme enceinte devrait augmenter plus de litres, plus 500 ml par jour, puisqu'elle travaille, puisqu'elle essaie de compenser les pertes à elle, mais aussi celle de son fœtus. Donc 2,5 litres, voire 3 litres pour une femme enceinte? Oui. Et, franchement, il n'y a pas de limite. Oui. Il y a une seule limite, c'est ce qu'on appelle la potomanie. C'est une pathologie assez rare. C'est une forme de névrose liée à une consommation excessive d'eau.
D'accord. D'accord. Et donc, qui est une situation pathologique, ça donne une hémodilution, donc d'une Ça veut dire quoi? Hémodilution, c'est-à-dire une dilution du sang. D'accord. C'est-à-dire au lieu d'avoir, on va prendre. Mais on va dire que ça, on va dire les personnes malades le savent, elles sont suivies, Voilà, elles font des recommandations. suivies, voilà, il y a des recommandations. On reste sur le général pour ne pas rentrer dans des choses un peu techniques qui vont nous dépasser. Donc, ce qui est très important, docteur Amziane, il faudrait peut-être revenir sur l'importance de s'hydrater le soir pendant cette période de Ramadan. Donc, vous l'avez dit, une hydratation qui va allier hydratation, apport hydrique et apport alimentaire. Donc, si on n'est pas capable de boire beaucoup d'eau, eh bien miser sur une alimentation qui apporte... notamment légumes et fruits, des soupes, être un peu ingénieux en matière de gastronomie et éviter tout ce qui est sec, tout ce qui n'a pas de valeur nutritive importante. Je pense notamment à tout ce qui est fait à base de farine, seulement à base de farine, le fameux choupakia et tout ce qui va avec. L'apport bénéfique est limité par rapport à une bonne soupe de légumes, soupe de poisson, des jus de fruits, des salades de fruits, qui peuvent en même temps apporter une satiété sur le plan fin, mais aussi compenser les pertes hydriques qu'on a pu avoir le matin. Et puis apporter beaucoup de vitamines et de minéraux nécessaires. Voilà. Pour une journée, parce que là, c'est Ramadan, mais nous ne sommes pas en vacances, on travaille, les jeunes ont leurs examens, les lycéens, les collégiens vont toujours en classe, et voilà, donc il faut être pleinement présent. Voilà. Le sommeil aussi est très important. On en a parlé dans l'émission. Dernier conseil peut-être, des conseils à emporter pour l'été en général? Alors, pour l'été, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on ait soif pour pouvoir boire. Ça, c'est le premier message à transmettre. Deuxième message, faire attention aux âges extrêmes, c'est-à-dire les petits-enfants et les personnes âgées. Activité physique et notamment le sport, il faut augmenter les besoins. Les grossesses et les allaitements, il faut augmenter les apports en eau. Et l'eau ne peut jamais faire de mal. Donc, on va dire buvez au maximum. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci, docteur Atman Amziane. Vous êtes médecin de famille à Rabat et c'était un plaisir d'échanger avec vous sur l'importance de l'hydratation, justement. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très très vite sur Médien TV, mais aussi sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Très bonne suite des programmes, très bonne journée à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagnée. À bientôt. Au revoir.